Bienvenue à tous et merci d'être là aussi nombreux. Donc pour cette table ronde sur la traduction. Je vais commencer par mon petit speech et puis on présentera nos invités dans la foulée. Ils passent très souvent inaperçus et ont rarement l'honneur de la couverture des ouvrages qu'ils traduisent. Pourtant, c'est le texte des traducteurs que vous lisez, pas le texte des auteurs étrangers. Donc encore qu'il y a eu le film Les Traducteurs il y a 2 ou 3 ans, qui pour une fois avait une vision pas trop caricale du métier. Pas trop caricatural. Carocal, je crois, ou un truc comme ça. Leur responsabilité est immense. Une virgule mal placée, un dérapage du stylo ou du clavier peut tout changer, créer des mythes ou détruire des cités. 2 exemples. Seconde Guerre mondiale, pour ceux qui ont vu le film Oppenheimer là, de Christopher Nolan. Sur un ultimatum du Pentagone, le Premier ministre japonais a répondu devant les journalistes « Mokusatsu ». Dans son esprit, ça voulait dire, enfin on le suppose en tout cas, je ne souhaite pas réagir tout de suite à cet ultimatum du Pentagone. Mais les traducteurs américains ont traduit ça par « je vais ignorer cet ultimatum ». Deuxième exemple, l'astronome italien Giovanni Schiaparelli a dit avoir vu des canali sur Mars. Canali, traduit par canaux, artificiel, donc il y a de la vie sur Mars. En fait, canali, dans son esprit, c'était chenou. Il ne savait pas trop ce que c'était, mais ça pouvait tout à fait être naturel. Et ça crée des mythes. La responsabilité du traducteur, de la traductrice est donc immense. On entend parler de traducteurs ayant caviardé des textes, on en parlera longuement, enfin, pas trop longuement. On pourra en parler, ouais, mais il va falloir en parler. Je pourrais donner des exemples, voilà. Des situations assez cocasses. On parle du Club des 5 d'Enid Blyton, des classiques qui ont été réédités dans une traduction révisée. La traduction donc est un formidable outil de diffusion de la connaissance et de la culture. Mais attention, la responsabilité est immense. Mais sans les traducteurs, on n'aurait pas eu Jack Vance, on n'aurait pas eu Asimov, on n'aurait pas eu Tolkien, on n'aurait pas eu Alastair Reynolds, ce qui serait une catastrophe. Et vive les traducteurs. Donc pour parler de traduction, ça fait un moment qu'on voulait vous faire une table ronde sur la traduction aux Aventuriales. Et donc on a choisi cette année parce qu'on a 3 personnes, 3 grands traducteurs qui sont à la fois traducteurs, traductrices, auteurs et autrices. Et on verra après, enfin c'est un des sujets, je pense que c'est important d'être les deux. On va commencer par Sarah Doc. Je te laisse te présenter, tiens. Je suis alors autrice, traductrice, journaliste, présidente d'un jury littéraire et professeure de science-fiction. Donc la science-fiction et l'imaginaire en général, c'est à peu près toute ma vie depuis 30 ans. Et Sarah Doc a le gros avantage de traduire on s'en fout complètement, mais de mes chouchous personnels qui sont Peter F. Hamilton et James Morrow. Jacques Fuente-Alba. Mais aussi Paolo Bacigalupi et quelques autres. Bon. Alors, je suis traducteur et auteur, donc auteur depuis à peu près 25 ans. J'écris des nouvelles, romans, etc. Et traducteur depuis au moins 15 ans, on va dire. Sachant que j'ai cette particularité d'être à la fois traducteur littéraire et traducteur technique. Donc, on pourra peut-être en parler un petit peu. Sur la traduction littéraire, je fais de l'espagnol vers le français, de l'anglais vers le français, ce qui m'a amené... En fait, j'ai commencé la traduction... par la petite porte en traduisant des nouvelles. Et j'ai traduit ça dans des fanzines. Et un des directeurs d'un fanzine qui s'appelait Borderline m'avait dit « Mais tu traduis de l'espagnol vers le français, tu peux nous amener des textes d'auteurs latino-américains ou espagnols et c'est super intéressant. » Donc j'ai fait un corpus comme ça de textes, de nouvelles hispaniques, on va dire. Et c'est ce qui m'a permis après, derrière, de traduire des romans. Voilà. Donc on pourra parler de littérature, enfin de... traduction de l'espagnol vers le français. Et voilà. Et Jacques était excellent. Alors mes textes. Oui. Est également auteur de nouvelles, ouais, notamment, ou de romans. Auteur de nouvelles, auteur de romans, auteur de micro-nouvelles, qui est un genre que j'apprécie énormément. Et justement, c'est intéressant la micro-nouvelle, parce que quand vous en traduisez, il y a vraiment un gros travail sur la langue, savoir comment on va retomber sur nos pattes en français, parce que très micro-nouvelle, pour ceux qui... Enfin, je ne sais pas si vous pratiquez, mais c'est quelques mots ou une petite phrase, quoi. Une petite phrase, 2 phrases, ça peut être un paragraphe. Souvent, c'est un format type Twitter, on va dire. Voilà. Merci. Thomas, qui, à part son expertise en anarologie... Donc oui, auteur, traducteur depuis environ 35 ans maintenant.
Micro-éditeur avec les éditions Malpertuis, chroniqueur, voilà. Donc n'ayant pas lu non plus de vrai boulot. Oui, c'est ça. Donc Thomas a traduit pas mal de choses, notamment pas mal de bouquins aux éditions Fleuve Noir à l'époque. Édition Fleuve Noir, Pocket, dernièrement édition Léa, les grosses sagas Voilà. de fantasy. Celle du Poudremage que je recommande parce que c'est du haut de gamme, et les séries de John Gwynne qui sont assez basées sur la mythologie viking. Et un peu de Zelazny aussi, Route 666. Et les poudromages, c'est vraiment vachement bien. D'accord. Et la traduction est excellente. Mais j'ai, comme Jacques, commencé par traduire des nouvelles pour des fanzines et des magazines. C'est une très bonne façon d'entrer en traduction, comme en écriture d'ailleurs. En fait, oui, sur plutôt traduction en effet de nouvelles de fanzine. Je suis passé directement par contre à la traduction d'interviews pour l'écran fantastique, pour ne pas le citer. C'est ce qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier. Et après, passer à diverses rencontres, la traduction littéraire, ce qui était plus ma tasse de thé. Voilà, et En pour tout cas, votre... c'était autour du cinéma, un milieu quelque chose que je connais bien. Voilà, non, pour votre info, Thomas anime avec son compère Christophe notre soirée du vendredi soir au cinéma L'Arcadia, pour ceux qui connaissent. On fait une soirée nanar la veille de chaque aventurial. Voilà. On commence sur le travail du traducteur. J'ai plusieurs thèmes, mais un peu dans le désordre. Tant pis, vous les remettrez dans l'ordre ou vous continuerez mon désordre comme vous le sentez. Connaissances et compétences nécessaires. Quelle est votre formation pour traduire et de quelle langue, vers quelle langue traduit-on? Moi, je traduis de l'anglais vers le français, mais j'ai une formation de journaliste, j'ai pas du tout une formation de traductrice. Par contre, j'ai une très bonne connaissance des différentes cultures anglo-saxonnes. En fait, il faut connaître la langue de destination, qui est le plus important, et le fait de connaître la culture source est aussi extrêmement important pour pouvoir traduire correctement. La langue, les précisions de la langue, parfois, il suffit d'un bon dictionnaire. Par contre, la culture, savoir à quoi on se réfère, est extrêmement important. J'ai eu un jour un collègue traducteur qui m'a téléphoné parce qu'il c'est quoi ça? C'est quoi un saran wrap? Et moi, j'ai pu lui dire, c'est du cello frais. Mais c'est des choses, c'est des petites choses comme ça. Si on ne le sait pas, c'est beaucoup plus difficile à trouver qu'un mot. Du sel au frais, ça bloque, hein, du coup. De mon côté, ouais, j'ai fait des études d'espagnol en fait, donc c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier après pour faire la traduction de l'espagnol vers le français. Donc études, ce qu'on appelait à l'époque LLCE, donc lettres, langue, civilisation justement espagnol. Je suis allé jusqu'en DEA et après j'ai commencé à traduire. Enfin, j'avais déjà commencé à traduire quand j'étais étudiant. Et l'anglais, j'ai fait un peu d'anglais à la fac, bon, j'en ai fait au lycée aussi. Mais ce qui m'a permis de traduire de l'anglais vers le français, c'est que je lisais pas mal en anglais. Je lisais notamment beaucoup de jeux de rôle. Et du coup, j'avais pas la patience d'attendre que ça soit traduit. Donc, je lisais énormément de suppléments de jeux de rôle. C'est ça qui m'a fait travailler l'anglais. Ouais. Effectivement, ce que tu dis, c'est super important de connaître la culture d'origine. Moi, j'ai tendance, je pense qu'il faut être, en tant que traducteur, il faut être humble, que ce soit la traduction littéraire ou technique. Quand on ne sait pas, on demande. Moi, des trucs techniques, juridiques, je demande. Et des trucs par rapport à certains aspects de la vie d'un habitant du Costa Rica ou d'Argentine, je demande. J'ai notamment une amie Facebook, enfin une amie, à qui je pose énormément de questions quand j'ai des doutes de traduction. Et inversement, elle me pose des questions sur des expressions en français en me disant mais ça veut dire quoi? Alors des fois elle me déterre des expressions, je sais pas d'où elle sort ça, et puis d'autres fois c'est des trucs très simples qui pour nous tombent sous le sens et pour un étranger sont compliqués à saisir. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est très agréable dans le milieu de l'imaginaire entre traducteurs, c'est qu'il n'y a pas de compétition. On travaille ensemble. Quand on bloque sur quelque chose, quand on a besoin d'un glossaire sur une chose particulière, on partage, on répond, on s'entraide, et c'est extrêmement précieux. Thomas? Alors donc, personnellement, j'ai appris plutôt la traduction sur le tas. Le tas, c'est moi. Et
En fait, comme je disais, j'ai pas de formation particulière. J'ai commencé comme auteur, puis bon, comme chacun sait écrire, ça nourrit pas son homme. J'avais une passion pour les langues, pour l'anglais. Enfin, déjà, quand j'ai commencé en sixième, connaître une autre langue, j'avais l'impression de pousser la porte interdite qui m'ouvrait sur un autre monde. Et les langues, ça a toujours été ma passion. Donc, bon, au départ, traduire, c'était un travail alimentaire. Alimentaire, mon cher Watson, bien sûr. Puis je me suis aperçu que c'était aussi jouer avec les mots, que j'adorais ça. Maintenant, je n'imaginerais pas faire l'un sans l'autre. Merci. Je ne sais pas si l'un de vous veut rajouter des choses là-dessus ou rebondir. Autrement, quel... Je voulais juste ajouter que j'ai une formation de journalisme, mais je suis à moitié anglophone et je suis bilingue. Aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, donc ça m'a beaucoup aidé aussi. D'ailleurs, c'est Sarah qui nous a traduit la table ronde d'Alastair, où chacun de vous était présent, je pense. C'était hier. Ensuite, le choix de l'œuvre, le choix des éditeurs, des auteurs, il y a une volonté de traduire certains auteurs. Et qui choisissez-vous? C'est les éditeurs? Je pense qu'il y a les deux, entre guillemets, deux courants. Est-ce qu'il y a une continuité? Il y a je pense que beaucoup de traducteurs, pour parler avec un certain nombre de traducteurs de genre, parce que après les traducteurs de littérature blanche, je ne les connais pas, mais les traducteurs de genre, on se connaît plutôt bien, on va dire. Il y a très souvent deux approches. Une approche qui va être effectivement de prendre des contrats. Un éditeur cherche un traducteur sur un texte, donc on se positionne, on est contacté, etc. Et on traduit. Mais aussi, il y a un certain nombre de traducteurs, je pense, qu'ils ont leur petit chouchou, qu'ils apprécient un auteur en particulier, un texte en particulier, et qui sont là en train de se dire, je vais essayer de le pousser auprès d'un éditeur. Donc moi, en tout cas, c'est le parcours que j'ai eu par rapport à un certain nombre de textes, notamment, je vous le montre. Donc, fragment de fleurs aux pétales cramoisis de Santiago Eximino. Cet auteur-là, c'est un auteur espagnol à la base, donc ça fait partie d'un certain nombre d'auteurs que j'avais traduits au tout début de ma carrière de traducteur, traduction de nouvelles, donc dans des fanzines. Et je suis en contact, j'étais en tout cas en contact fréquent avec lui, et j'avais contacté l'éditrice donc de Géphir. L'édition Géphir que vous trouvez en bas, le roman vous le trouvez en bas. Pour lui dire, c'est un auteur qui vaut vraiment la peine d'être traduit, c'est du très bon fantastique, c'est de très beaux textes. J'ai fait une sélection de textes, j'en avais envoyé donc une vingtaine à peu près, là il y en a 8. Et on a travaillé dessus main dans la main avec l'auteur. Donc je pense qu'il y a des projets comme ça effectivement qu'on amène jusqu'à terme parce qu'on est passionné et qu'on a envie de les faire découvrir. Un certain nombre de textes aussi que j'ai pu traduire en revue, c'est moi qui les ai apportés à l'éditeur ou au directeur de publication. C'est ce qu'on appelle un travail de scout en fait, travail d'espèce, un petit peu un travail de veille littéraire. Après ça demande du temps, ça peut être même épuisant jusqu'à un certain point. Ça demande du temps et on ne le fait pas forcément toujours. Je pense qu'aussi c'est une question de période dans sa carrière de traducteur peut-être. Sarah, oui. Alors, moi, je ne suis un exemple pour personne. On est toujours venu me chercher. Parfait. Que ce soit pour mes propres textes ou pour mes traductions. On m'a toujours proposé du travail. Et j'ai eu la chance, depuis quelque temps, de travailler surtout pour Le Diable Vauvert, qui m'a offert la possibilité de traduire des auteurs que j'adore, comme James Morrow, qui est un auteur dont je suis vraiment, vraiment, vraiment fan, et Paolo Bacigalupi, entre autres. J'ai traduit aussi pour les éditions Léa de la fantasy épique de James Islington, mais à chaque fois, on est venu me chercher. Et traduire un texte qu'on aime, traduire un texte qui vous parle, je crois que c'est une des choses les plus agréables qui soit. Il y a une continuité, c'est-à-dire tu traduis du James Morrow, et tu traduis toujours du James Morrow, je veux dire. Il y a eu un autre traducteur au début, et je pense que maintenant c'est quasiment tout le temps toi. Maintenant c'est tout le temps. En fait, il y a eu un problème avec une de ces traductions, c'est moi qui l'ai corrigée, et depuis c'est moi qui traduis. Le Diable Vauvert, mais d'autres maisons d'édition aussi, ont tendance à associer un auteur et un traducteur pour qu'il y ait une continuité dans la voix qui est transmise. C'est-à-dire que quand il y a pas de continuité, ça peut être très dérangeant pour un lecteur habitué parce que ce n'est pas la voix à laquelle il a l'habitude. Et ça peut ça a interrompu la lecture, je le sais, pour l'un des Bacigalupi que je n'ai pas traduit parce que c'était pas la voix à laquelle les lecteurs étaient habitués.
Beaucoup d'éditeurs trouvent important qu'il y ait cette continuité de couple auteur-traducteur. Mais ça permet aussi d'avoir des relations personnelles avec les auteurs, de pouvoir leur poser des questions, de pouvoir leur demander des conseils par rapport à ce qu'ils ont voulu dire sur certaines choses ou par rapport à des choses un peu compliquées. Par exemple, je traduis aussi Matt Sedain pour le Diable Vauvert. Et dans son premier roman, il y a un univers de poche. Et dans cet univers de poche, il y a des bees, des abeilles, butterflies, donc des papillons, et des bears, des ours. Alors, pour les abeilles et les papillons, j'ai pu trouver des mots en B. Par contre, pour les ours, j'ai beaucoup cherché. J'ai demandé l'avis d'amis, etc. On n'a pas trouvé. Et donc, j'ai proposé à l'auteur de faire une petite entorse pour montrer à quel point aussi le créateur de cet univers de poche était fou et faire un jeu de mots. Et donc, dans la version française, ce sont des bourses. Thomas. J'ai eu un peu la même question en effet sur les John Gwynne, parce que des créatures qui étaient de toutes celles-là, qui étaient des sortes de loups géants, dont un en particulier a une importance dans les romans, en fait, il les appelait Wolfen. Donc je lui ai demandé si c'est juste un jeu ou si c'est par hasard c'était un clin d'œil au film Wolfen de Michael Legge. Comment il s'appelle? J'ai un trou, bon, peu importe. Et il m'a répondu que oui, en effet, c'était un clin d'œil. Malheureusement, ça ne pouvait pas passer, en fait, parce que je voulais pas garder trop de consonances anglo-saxonnes qui auraient un petit peu tranché. Malheureusement, ça n'est pas passé. Bon, ça va, j'ai eu sa bénédiction, mais c'était aussi un clin d'œil qui, malheureusement, ne pouvait pas garder, qui est passé à l'as. Sinon, oui, en effet, sur le thème, adapté un petit peu. Là, je vais prendre le cas ultime, c'est-à-dire quand je traduisais les Robert Rankin, qui est un espèce d'auteur à côté duquel Pratchett, c'est du Bergman. C'est-à-dire c'est de l'humour complètement délirant. D'ailleurs, du délire absolu, en fait, on s'aperçoit, on a l'impression que c'est n'importe quoi. À la moitié, on s'aperçoit que si, il y a une structure, et peut-être qu'on ne l'a pas vue dès le départ, mais qu'elle est plus complexe qu'on le croit. Et il se permettait tout, des appels aux lecteurs, etc. Il y a eu un moment où son personnage d'Hugo Rune, un espèce de gourou, coucou Paloma, qui en fait d'ailleurs était une parodie d'Aleister Crowley, interpellait carrément l'auteur. Alors j'ai fait intervenir le traducteur et à la fin je fais partir le traducteur. Attends, gros lard, à la première occasion, je devais faire la danse des canards en tutu rose. Et 2 chapitres plus tard, c'est le truc qu'on met sur l'impulsion du moment en se disant bon, si je trouve pas le moment, je le virerai. 2 chapitres plus tard, j'ai trouvé juste le bon moment où Calais, en fin de chapitre, pendant ce temps-là, dans sa chambre d'hôtel, Hugo Rune faisait la danse des canards en tutu rose. Quand tout s'arrêta dans un grand bruit de crissement pneu, virez-moi ce traducteur, dit Hugo Rune et l'auteur, pour une fois d'accord. En principe de traduction, c'est exactement ce qu'on ne doit pas faire, en fait, interférer. Mais là, c'est parce que c'était tellement dans des textes complètement délirants où l'auteur lui-même, je le soupçonne d'avoir fait des digressions rien que pour caser ses copains de pub, enfin, ou parfois pour des paris, des fois critiquer lui-même son propre roman à l'intérieur. Donc, en effet, dans le contexte, je pense que c'est un mot sur lequel on va revenir, oui, là, on pouvait se le permettre. De toute façon, Rankin lui-même avait dit, vous faites ce que vous voulez du moment que ce soit drôle. Donc là, je crois qu'on était assez libre. Apporter les textes, oui, c'est vrai que j'ai un peu digressé. Apporter les textes, ça m'est arrivé. Bon, en effet, des fois, c'est juste du travail de mercenaire. Ça m'est arrivé des fois de conseiller des choses. Bon, à l'époque, avec Patrice Duvic, dans la collection Terreur, ce qui marque déjà son temps. Par exemple, Graham Joyce, son premier roman, qui n'est pas n'importe qui, son premier roman était sorti, je l'avais récupéré à une convention de la British Fantasy Society au fin fond de Birmingham. Tout le monde me l'avait conseillé, donc j'ai lu, j'ai adoré, j'ai dit à Patrice, tiens, tu pourrais lire ça. Et lui aussi a adoré, et du coup il l'a publié, je l'ai traduit, quoi. Ça s'est fait avec un autre éditeur de polar que j'avais rencontré au Salon du Livre. On avait discuté, il m'avait dit, mais pour des traductions, moi je préfère en fait quand on m'apporte quelque chose. Et en effet, j'avais apporté un auteur. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, alors que la directrice adorait cette traduction que j'avais faite. Mais à cause de Bisbee, qui est l'agent, enfin, qui était une idée, il dit de moi. Là, j'ai encore eu un contact avec un autre éditeur. Bon, pour l'instant, il m'a dit de garder le secret, donc je suis désolé. Mais
en effet, où je lui amène quelques petits trucs. tu peux, on est que je entre garde nous, dans là. mon coin. Mais Donc, même j'ai promis. chez Malpertuis, par exemple, tu as publié Stapleton, il me semble. Oui, Ouais. Stableford, oui. Stableford, oui. Stableford, Oui, ouais. exact. C'est moi qui l'avais apporté, en effet. Merci, Il est là en Sarah. bas, si ça vous intéresse. Un très bon roman, très british. Merci Sarah, on finit par perdre le fil. J'ai aussi traduit Stableford, qui est un homme en plus absolument délicieux. Mais tu suis aussi des auteurs. Il y a des auteurs que tu as traduits au long cours. Oui, enfin, c'est pas forcément de moi, quoi. C'est toujours d'un rapport avec l'éditeur. Bon, là, je citais Léa. Apparemment, les John Gwynne, c'est moi qui les vais les faire jusqu'à la fin, puisqu'il est assez content de mon boulot. Donc, il y a une première série de 4. Il y a le tout dernier qu'il a voulu attaquer en même temps. Alors, ça, c'était pas ma décision, évidemment, de faire les 2 séries en parallèle. Pourquoi pas, je ne veux pas en juger. Et il y a encore une trilogie qui viendra après, quoi. C'est vrai que pendant 10 ans, personne n'avait touché John Gwynne. On ne sait pas trop pourquoi, alors qu'il a eu des prix et bon, les hasards de l'édition. Et je pense aussi qu'il y a une prochaine trilogie des Poudremages. J'espère bien la faire, en tout cas. Tu as dû beaucoup t'amuser avec les Poudremages. Là, on va revenir sur ce qu'on disait, c'est-à-dire on a travaillé avec. Je crois que j'ai jamais travaillé aussi étroitement avec l'auteur, quoi. Parce que ça se justifiait. En général, c'est vrai que quand je commence une traduction, j'envoie un petit mot à l'auteur disant voilà, coucou, c'est moi le traducteur, où je lui dis qu'il a quand même de l'expérience donc, et où je lui dis que si j'ai des questions à lui poser, je reviendrai vers lui. J'ai des questions à lui poser, j'en ai pas. John Gwynne, c'est assez rare. En plus, maintenant, il lui est arrivé quelque chose d'horrible. Il y a sa fille qui est morte ou je sais pas quoi. Donc, tant que j'ai pas une horreur, enfin, tant que j'ai pas du nouveau, je vais certainement pas venir l'embêter avec mes conneries. On a travaillé très étroitement. Par exemple, je présentais toutes mes options. Par exemple, enfin sans y passer la nuit, c'était un monde de classes extrêmement tranché, des classes supérieures. Donc du coup, j'ai fait tout un jeu sur le tutoiement et le vouvoiement, où quelqu'un d'une classe supérieure pouvait tutoyer son interlocuteur, l'autre le vouvoyait. Ce qui en plus est très utile pour fluidifier les dialogues. Sauf des gars qui étaient des amis d'environ 20 ans, et donc là, je les ai fait se tutoyer. Et ça peut être très très utile, en effet, des fois, parce qu'il employait des termes guerriers. Donc je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que j'ai traduit par tel. Il y en a, je les avais appelés les cuirassiers. Il m'a dit, ah, c'est peut-être pas une bonne idée, parce que les cuirassiers, ils arrivent en force dans le tome 2. Donc du coup, j'ai baptisé par prétorien. Bon, d'accord, c'est pas exactement ça, mais par contre, c'est un nom qui en jette. Mais non, c'est très important de suivre un auteur. C'est très important de vraiment s'attacher à un auteur. Les éditeurs n'en sont pas toujours convaincus, mais ça. Mais certains le sont, certains le sont. J'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal d'éditeurs qui partent de ce principe-là, il faut suivre un auteur. Enfin moi, en tout cas, dans les auteurs que j'ai pu traduire, notamment Gilberto Villarroel, mais il y en a d'autres. Je pense que pour beaucoup de lecteurs aussi, on associe un auteur à un traducteur. C'est une question de musique. Mm. Mais, et alors, le gros travail du traducteur de genre, c'est le néologisme. C'est pouvoir traduire les néologismes. Et que ce soit dans la science-fiction, dans le fantastique ou dans la fantasy, les néologismes sont foison et il faut trouver la manière de les faire passer dans la langue de destination en français. Et la langue française est beaucoup plus difficile à manier pour ça. Tu aurais un exemple là-dessus, ça peut être intéressant de je vais laisser parler Thomas, parce qu'avec les Poudremages, il en a inventé pas mal. Oui, maintenant, ça fait déjà un petit peu de temps, mais bon, déjà ne serait-ce que Poudremage, à la base c'était mon idée en fait, parce que mage de la poudre, il y avait magie de la poudre, tout le temps remettre ça. Bon du coup, comme c'est dans un univers de fantasy, enfin un univers de fantasy inhabituel puisque c'est révolutionnaire. En fait, il s'est basé sur la Révolution française et à un moment il y a même des guillotines, c'est dire. Et donc oui, je trouvais que mage de la poudre, magie de la poudre, ça faisait en un anglais, peu long c'est quoi à le toujours terme? répéter. Le terme d'origine en anglais, c'est quoi? Pas de mage. Donc oui, en effet, ça me donnait la clé lui-même, poudre mage. Donc en effet, avec tous les néologismes qu'il peut y avoir, parce qu'il y avait la magie de la poudre, etc. Je me rappelle pas. Mais oui, en effet, il y a eu quelques-uns, mais partir là-dessus, ça a tout débloqué, quoi. Et ça permettait quand même, encore une fois, de ne pas répéter à chaque fois mage de la poudre, ceci de la poudre, ce qui est un petit peu lourd à force. Le plus rigolo avec le dernier James Morrow, donc celui-ci, oui. Lazaratan,
Il y a beaucoup d'histoires de voyage dans le temps. C'est Lazare lui-même qui raconte son autobiographie, en commençant par expliquer qu'il n'est jamais mort, que quand Christ a dit qu'il le ressuscitait, en fait, il avait juste une angine. Et Ça, c'est là, James Morrow, ça, c'est un bonheur. c'est James Morrow, il est comme ça. Et il y a un voyage dans le temps, il y a un moment dans le temps où Lazare revient plusieurs fois. C'est à New York en 1965. Et là, dans ses pérégrinations dans New York, où heureusement il avait apporté de l'argent de son époque, donc il pouvait les vendre comme des pièces de collection et avoir de quoi vivre, il découvre un cinéma qui est en fait sur la 42e rue, qui est donc un cinéma porno, dont la spécialité est les films bibliques. Donc ils prennent les grands films bibliques de l'époque, c'était l'époque où on en faisait énormément, et ils y insèrent des scènes pornographiques. Et donc, il y a un certain nombre de titres de films bibliques qui existent, mais qui sont transformés pour ce cinéma. Et donc, j'ai dû moi-même faire des jeux de mots avec les titres de ces films bibliques de cette époque-là pour les faire passer pour des films porno. C'est ainsi que le film Salomé, avec Rita Hayworth, est devenu Salopemé. Ça, c'est aussi James Morrow. Et donc, c'est vraiment des jeux sur les mots, trouver les Et en façons. anglais, c'était quoi? Le Salomé en question en anglais, tu te rappelles? Je sais plus. Mais il y en avait plein. C'était à chaque fois, il faut retrouver le nom exact du film en français et puis le transformer pour que ça soit un titre de film pornographique. Parce que la volonté des propriétaires très religieux de ce cinéma porto est de sauver l'âme des hommes qui viennent dans leur cinéma. C'est un couple d'Irlandais très drôle, très, très érudit, mais qui tiennent un cinéma porno. Donc, traduire certains auteurs nous amène à des situations parfois assez scabreuses et très amusantes. Par rapport au néologisme d'une part et au contact qu'on peut avoir avec un auteur, moi j'ai eu une situation qui a été, on va dire, pour un traducteur, je pense, assez extrême. À savoir que j'ai traduit d'un auteur américain qui s'appelle Paul Di Filippo, j'ai traduit Ribofunk. Si vous connaissez un peu les genres et sous-genres de la science-fiction, le cyberpunk, ça vous parle? Ouais. Donc le Ribofunk, en fait, c'est un sous-genre du cyberpunk, ou c'est un genre voisin du cyberpunk, on peut dire, qu'il a baptisé le biofunk, en fait. Donc c'est pas du punk, c'est du funk, et c'est plus axé sur la biologie, donc modification corporelle, utilisation de la génétique pour mettre des gènes animaux dans des humains, etc. Tout ça. Et ça raconte notre futur proche. Et comme le cyberpunk, vous êtes dans un univers qui est à la fois familier et étrange, où vous êtes censé comprendre le monde dans lequel vous évoluez, et l'auteur ne vous donne pas forcément les clés. C'est-à-dire qu'il va vous parler d'une corporation qui s'appelle Bidule, et vous, dans votre esprit, vous demandez mais c'est quoi? Ça me parle, le mot me parle, et en fait vous vous rendez compte que c'est la contraction de deux corporations, deux entreprises que nous on connaît. Sauf que ça a évolué. Et Paul Di Filippo, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça, et il n'y a pas de note de bas de page. Et je suis avec un éditeur qui me dit, vas-y, t'embête pas, les notes de bas de page, tu peux en mettre 300 ou 400 ou 500, il n'y a pas de problème. Nous, on est sur c'est un éditeur qui s'appelle 500 nuances de geek. Vous connaissez peut-être sous le nom de Exoglyph. Et en fait, il fonctionne par souscription, il fonctionne par Patreon ou Tipeee. Et il a des gens donc, qui payent pour avoir les œuvres, pour qu'il y ait des traducteurs qui traduisent des œuvres. Et ces lecteurs apprécient les notes de bas de page. Donc j'y vais, hein. Pas de problème. Quand je peux éviter de mettre des notes de bas de page, j'évite. Et quand je mets des notes de bas de page explicatives, ça plaît aussi aux lecteurs. Donc, mais je suis tombé sur des cas où c'était pour moi incompréhensible. Et en fait, c'était incompréhensible, je pense, pour la plupart des lecteurs actuels, où en fait Paul Di Filippo vous met des mots en hollandais ou des mots en allemand ou ceci ou cela, des fois des contractions. Et je lui ai dû envoyer 150 ou 200 questions sur le texte. C'était très drôle parce que des fois il me répond bah écoute, ça je l'ai écrit il y a 30 ans donc je m'en souviens plus.
Et on se retrouve sur beaucoup de néologismes. C'est très très sympa. Hein. On avait par exemple une espèce d'animal, entre animal et humain, qui avait donc des gènes de lapin, qui s'appelle un dumb bunny. Donc dumb bunny. J'étais tellement tenté de traduire ça par lapin crétin. Finalement, c'est devenu lapin imbécile. Mais oui, ça n'arrête pas en fait. Et en fait, en général, normalement, on vous dit, vous êtes censé traduire de la langue de départ vers la langue d'arrivée, le français. Si c'est de l'anglais, bah, vous traduisez de l'anglais vers le français. Mais là, j'avais des termes qui étaient en suédois, enfin pas mal de langues. Et en fait, on est obligé aussi de le traduire. Ou on peut mettre des notes de bas de page, ça dépend. Alors, chez Bachigalupi, dans La fille automate, son premier roman, il y a plein de mots en thaïlandais. Et beaucoup de gens sont venus me voir en me disant « Ah, mais comment tu as fait ça ?» Ben, je les ai laissés. J'ai pas eu besoin de les traduire, ils faisaient partie du texte. Donc, je les ai laissés. Mais par contre, je travaille avec Le Diable Vauvert, et au Diable Vauvert, si l'auteur n'a pas mis de note de bas de page, on ne met pas de note de bas de page. On se débrouille. On se débrouille. Et avec James Moreau en particulier, on se retrouve avec beaucoup de citations de la Bible, par exemple. Mais il faut trouver les citations qui conviennent à ce moment-là. Il y a d'ailleurs un site internet absolument extraordinaire qui recense toutes les traductions de la Bible et qui est vraiment le Bible Hub. C'est génial. Ce qui m'a permis, parce qu'il y a une fois où on croise une galère avec des esclaves. Et j'ai traduit le verset de la Bible dont il parle à ce moment-là. Et la correctrice a voulu me le faire changer par une version plus moderne de ce même verset. Mais à ce moment-là, ça ne fonctionnait plus. Parce que ça parlait d'employés, pas d'esclaves. En fait, avec la Bible, effectivement, il faut viser la bonne. C'est un peu tricky, hein, mais il faut viser la traduction qui nous intéresse, qui nous convient par rapport à l'intention de départ. J'ai eu ça voilà. Pour un texte que, pour le coup, je n'ai pas traduit, mais que j'ai corrigé, où c'était sur un réalisateur, et en fait, il parle d'un truc bien précis, et c'est ce mot-là qui veut utiliser le mot carcasse, et le mot carcasse, on le retrouve dans certaines traductions et pas d'autres. Donc, ouais, on triche un peu. Voilà, il faut vraiment chercher. Et parfois, on utilise plusieurs versions parce qu'on a plusieurs citations qui doivent être très précises. C'est assez compliqué, mais c'est aussi très amusant. Et après, la traduction même de la Bible, elle évolue. Parce que, ouais. J'ai appris un truc il y a quelques années qui m'a pas mal marqué, c'est que dans la Bible, on parle de la côte d'Adam. À partir de la côte d'Adam, on façonne, enfin Dieu façonne Ève. On va chercher le texte original, on a travaillé dessus et tout, et en fait les traducteurs récents vous expliquent qu'en fait non, c'est pas la côte d'Adam, c'est l'os pénien. Donc, et quand on parle avec des anthropologues, on se rend compte que certains grands singes ont un os pénien, et l'homme n'a pas d'os pénien, ou a peut-être à un moment de son évolution perdu l'os pénien. Donc il y a une signification peut-être plus profonde derrière. Donc c'est très intéressant parce qu'effectivement, sur une traduction, on perd du sens. Oui. Mais il y a des versions récentes de la Bible, par exemple celle d'Eli Chouraki, qui sont absolument magnifiques parce qu'ils sont beaucoup plus proches du texte original, qui sont extraordinaires. Mais vraiment, pour James Moreau, il faut trouver la citation qui correspond au moment. Et là, Lazare, en fait, va au concile de Nicée pour empêcher la divinité du Christ. Et avec l'arianisme, etc., il y a tout un truc autour de ça, c'est assez compliqué, mais c'est délicieux. Mais jamais de note de bas de page. Pour Matt Sedain, alors que ce sont des gens qui font énormément de références et qu'on a régulièrement envie de faire des notes de bas de page pour montrer les références. Par exemple, dans l'Arche de Darwin, il y a tous les oiseaux, toutes les tortues et tous les iguanes des Galapagos. Et j'aurais bien voulu pouvoir expliquer qu'en anglais, ils ont des noms communs. Alors qu'en français, tous les noms sont différents. En anglais, la racine est toujours présente pour toute la même espèce d'oiseau. Et ça aurait été intéressant de le dire au lecteur, mais pas de note de bas de page. Donc à chaque fois, c'est un autre travail pour faire comprendre quelque chose au lecteur sans faire ça. Ou alors des citations qui sont des citations de forme.
chez Matt Sudane, j'ai eu un moment où c'est le navire est le navire est un cauchemar plein de bruit et de fureur et qui ne signifie rien. Mais il faut reconnaître la citation de Shakespeare pour pouvoir la traduire, parce qu'il n'y a pas de note de passage. Thomas, tu as d'autres choses à rajouter? Autrement, on change Oui, de bah, thème, quand on part sur les acronymes, par exemple, une fois, je voyais un roman qui a été publié par Le Rocher de Jules Denby, donc moi j'avais amené d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui me l'avaient demandé, et je l'avais traduit pour un autre éditeur qui m'avait lâché, un coup classique. Et donc la correctrice m'avait repris parce qu'elle parlait de t-shirt FCUK. Elle m'a dit, il n'y a pas une erreur. Ben non, je lui ai envoyé ça aussi, c'est parce que je les avais vus à Londres. En fait, c'est une marque qui s'appelle French Connection UK et c'est un acronyme. Donc, en fait, on ne peut pas tout connaître. Non, au contraire, qu'elle me reprenne là-dessus, ça voulait dire que le boulot était bien fait. Sinon, un autre cas, on revient sur Rankine, où là, quelqu'un qui expliquait sa société et donnait le nom qui s'appelait BOLLOCKS. Est-ce que j'ai besoin de traduire, de dire que c'est un acronyme? Oui, il fait toujours beaucoup rire aux soirées. C'est ce jour-là que mon pharmacien a décidé de me faire un prix de gros sur la migralgine. Mais d'ailleurs, là aussi, Internet est vraiment notre ami parce qu'il y a un dictionnaire des acronymes. J'en avais trouvé un, pardon, excuse-moi. J'en avais trouvé un par hasard, je me rappelle bien, c'était à Amsterdam, incroyable mais vrai, un dictionnaire d'acronymes. Et donc, j'avais fait, bien avant Internet, j'avais répandu le mot auprès de tous les potes que s'ils avaient des problèmes avec un acronyme, je pouvais leur donner un coup de main, y compris dans la boîte pour laquelle j'avais très brièvement fait du sous-titrage. Et en effet, ça nous avait sauvé la vie plus d'une fois. On va y arriver. Ouais, c'est bon. Le thème suivant, et je vais reprendre une citation que j'ai lue de je ne sais plus quel article. Le traducteur effectue un véritable travail de création artistique pour restituer les effets stylistiques de l'œuvre traduite, tout en restant fidèle à l'œuvre originale. On colle au style de l'auteur, mais il faut être également agréable à lire pour le lecteur. Ce qui n'est pas, les deux ne sont pas toujours compatibles. Faut-il être un bon auteur pour être un bon traducteur? Généralement, oui. Mais il y a deux sortes de traducteurs. Il y a les sourcistes et les ciblistes. Donc ceux qui restent le plus près du texte et ceux qui s'en éloignent. Moi, ce que j'ai tendance à dire, j'ai une définition un peu particulière de la traduction. La traduction, pour moi, c'est transposer une partition pour un piano pour une trompette. C'est la même musique, mais ce n'est pas le même instrument. Et je suis à la fois sourciste et cibliste. C'est-à-dire que d'un côté, je reste le plus près du texte possible, mais d'un autre côté, ce que je traduis, c'est l'intention de l'auteur. Parce que comme de toute façon, je dois éliminer des répétitions parfois de structure, je dois m'éloigner du texte à certains moments. Et en même temps, rester le plus près possible de l'intention de l'auteur. Jacques, tu veux réagir là-dessus? Oh oui, je pense que c'est ça. Les sourciers et ciblistes, t'es les deux? Je pense qu'on fait plus ou moins le grand écart entre les deux positions, parce que il faut essayer de rendre un texte le plus fluide possible, le plus agréable possible à lire en français, et en même temps, on doit essayer de rendre peut-être la complexité ou un certain style qui des fois, pour certains auteurs, c'est des styles qui sont difficiles à appréhender. En particulier, je pense à un auteur espagnol que j'avais traduit qui s'appelle Luis Astolfi. Il me semble que tu avais bossé sur la correction de la nouvelle que j'avais faite. Et c'est le type d'auteurs qui font des parpaings. En fait, une phrase qui fait tout un paragraphe. Et nous, en tant que traducteur, on doit se dépatouiller avec ça. Donc on doit essayer de retrouver un rythme qui permet que ça soit agréable à lire. Parfois découper la phrase paragraphe en plusieurs phrases. Et il faut qu'on retombe sur nos pattes et faire quelque chose qui soit vraiment agréable à lire pour le lecteur français. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue que si l'auteur a écrit un parpaing, une phrase parpaing, c'est qu'il y a une volonté derrière aussi. C'est une volonté de rythme parfois aussi. Ouais. Mais on ne retrouve pas le rythme. C'est ça, oui. On ne retrouve pas des fois le rythme de la langue de départ en français, sauf si on retravaille sur les virgules, sur comment on place voilà, c'est comme les scènes d'action en anglais.
c'est souvent des phrases très courtes, qui sont plus difficiles à Et, traduire ouais, en français. c'est pas forcément évident. pas forcément évident. Notamment, ce qu'on voit en anglais, c'est qu'on a des verbes de mouvement qui sont très précis en anglais, des verbes de son, des verbes par rapport au sens qui sont très précis, et on est obligé de partir sur quelque chose d'un Des peu périphrases. périphastique. Des exemples. Ouais. Des exemples. Je sais pas, un exemple qui me vient là tout de suite. En fait, quand on est en train de traduire, on est tellement concentré entre deux langues, juste à la frontière, que on ne sait plus très bien. Et il y a plein de choses qu'on oublie parce qu'on est tellement concentré sur la manière dont on va le faire passer en français. Mais il y a des cracks, il y a des cliquetis, il y a toutes sortes de sons. Alors ça permet parfois de pouvoir insérer des termes un peu... Il y a le verbe, par exemple, il y a le verbe over, qui signifie, qui peut être plané, mais qui peut être aussi rodé selon le contexte. Et en fait, c'est ça, c'est une question de contexte. Il faut voir ce que l'auteur est en train de raconter. Des fois, c'est pas toujours évident ou ça peut être un déplacement rapide, il s'éloigne rapidement. Il y a des verbes comme ça qui permettent en un mot en anglais. D'ailleurs, en général, votre texte anglais, quand vous l'avez traduit, il fait entre 15 à 20% de plus. Hein, c'est à peu près ça. Le texte français, ouais, le texte français est plus long. On appelle ça le foisonnement. En espagnol, pour le coup, c'est aussi une langue un peu plus ramassée que le français, l'espagnol. Et c'est pas l'anglais est vraiment une langue qu'on pourrait dire elliptique. Mais même en espagnol, ça prend 5-10%, on va dire. Et puis l'anglais est aussi une langue agrégatrice, et donc avec des suffixes et des préfixes qui changent le sens du mot. Et ce qui devient difficile à ce moment-là, c'est de ne pas se répéter, parce que la nuance de ce groupe de suffixes et de préfixes est très difficile à trouver en français sans répéter le verbe de mouvement. Et l'accompagner du nombre d'adjectifs suffisants pour expliciter exactement ce qui se passe. Perso, j'ai pas de grande théorie parce que j'y vais de façon totalement instinctive sur mes ressentis, quoi. Donc évidemment, on peut pas naître du mot. Donc je vais plutôt un petit dessin vaut mieux qu'un grand en discours. J'ai traduit une série noire, ce qui était un peu le retour aux sources d'ailleurs. Et en fait, donc c'était une première personne. Le personnage est une journaliste. Et souvent, il y avait des phrases qui étaient très simples, verbe, sujet, complément. Donc là aussi, c'est un des cas où j'ai travaillé de façon assez étroite avec l'autrice. Et je lui ai demandé, mais en fait, est-ce que c'est volontaire? Donc justement, ce style un peu télégraphique, ce qui est logique avec un personnage de journaliste. Donc comme elle m'a dit oui, du coup, j'ai essayé de faire en sorte que ce style, par un jeu avec des virgules, des cassures de phrases, pour ce que ça peut avoir un petit peu hypnotique, quoi. Bon, je ne veux pas dire si j'y suis arrivé ou pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Un autre exemple, on prenait sur les références, c'est quand j'avais fait ma toute première anthologie, j'avais un texte de Brian Hodge, auteur absolument remarquable, qui était, l'anthologie s'appelait Rockstar, donc, et c'était en fait sur un groupe d'industriels, très axé sur Skinny Puppy. Ça tombe bien, c'est une musique que je connais de façon organique. Et moi, j'ai bien vu qu'il essayait de retrouver la scansion de cette musique à travers ces termes. Donc je pense que quelqu'un qui n'avait pas la référence aurait certainement, un bon traducteur aurait certainement fait une bonne traduction, mais je pense que là-dessus, il y avait le tout petit plus, ce petit supplément d'âme du fait de connaître qui rehaussait. J'ai fait une masterclass de traduction littéraire à l'université de Liège cette année avec des étudiants en traduction littéraire. Et je leur avais proposé une formation de traduction littéraire, en fait. À Liège, oui. Et je leur avais donc proposé de travailler sur une des premières nouvelles que j'avais traduites. Et d'abord, c'était fascinant. Ils ont appris des choses parce que, par exemple, dans cette nouvelle, il y a une référence à une chanson, My Baby's Got a Sweetness for Sweetness, qui est inconnue en français et que j'ai traduit par Annie aime les sucettes, parce qu'il fallait une référence que les lecteurs français connaissent. Mais ils avaient une bien meilleure connaissance de l'anglais caribéen que je n'en avais à l'époque. Bon, c'était avant Internet que je l'ai traduite. Et donc, ils ont été capables de voir des nuances que je n'aurais jamais pu voir. Et c'était vraiment fascinant à cause de ça. Entre autres parce qu'il y avait aussi une professeure qui était spécialiste dans les langues, les anglais caribéens et l'afrofuturisme, qui leur permettait d'avoir ces nuances-là. Mais
Et parfois, c'est ça. Parfois, on passe à côté de références. Parfois, on ne les voit pas. Parce qu'on n'a pas. Parce qu'il y a un changement de la part de l'auteur, il y a un jeu sur une manière de raconter quelque chose. Et on n'a pas la référence. Ou on ne la voit pas. Et après, c'est en discutant avec l'auteur que. Ah, tiens, bon, ça va, j'ai bien traduit, c'est compréhensible, mais je ne m'étais pas du tout rendu compte que c'était ça. C'est pour ça qu'on peut avoir aussi ce qu'on peut appeler des erreurs compréhensibles, parce que bon, on est des êtres humains, on n'est pas omniscient, on ne peut pas tout savoir. Un exemple, c'est dans un film, une petite série B avec Matthew Lillard qui s'appelait Campus, qui était basé sur la légende urbaine disant que dans les dortoirs américains, en fait, si votre coturne se suicidait, vous passiez immédiatement à la classe supérieure, vous ne passiez pas les examens. Donc deux cancres cherchent à faire passer leur coturne pour suicidaire, vont voir une psy, et donc ils vont acheter les CD qu'elle leur a conseillés, The Cure, Susan Vega, et à ce moment-là, en anglais, la dame dit, vous savez, on fait une promo sur Joy Division. Donc le groupe, et en fait le traducteur ou la traductrice n'avait pas la référence. Bon, peut-être qu'il a eu juste en fait le son. On peut dire oui, en effet, il y avait des majuscules, donc il ou elle aurait pu se douter de quelque chose. Mais parfois, on fait des sous-titrages uniquement par rapport au son. Et en fait, elle a mis en sous-titre oui, vous savez, on a une promo sur des choses un peu plus joyeuses. Donc je dirais que c'est une erreur honorable parce que oui, voilà, tout simplement, on ne peut pas tout connaître. Bon, c'est vrai que tout le monde a dû se demander pourquoi je me marrais comme un bossu dans ma salle de cinéma. Mais parfois, moi, ce que j'ai eu avec Matt Sedain, par exemple, ce sont des références de structure. Il y a toute une scène qui se passe dans une station spatiale où tout tourne autour de l'odeur du pétrole et de la graisse à machine. En fait, c'est une référence à un chapitre de Dickens où tout est autour du charbon. Et évidemment, je ne l'ai pas vu. Il faut le voir, hein. C'est sûr que c'est pas évident. Un petit mot sur la traduction technique, Jacques. Oui, enfin si tu veux me poser une question plus précise, mais Je sais pas, tu m'as dit on pourrait peut-être aussi parler de la traduction ouais, technique et des spécificités. C'est plus un travail collectif là par contre parce que on a la technique mais on n'a pas les termes. Ouais, ça peut être collectif ou un travail très solitaire aussi, hein, la traduction technique. Je sais pas ce que je peux t'en dire. Moi, j'ai fait de la traduction juridique. Oui. C'est vraiment jargonneux. Oui, et c'est vraiment, en fait, c'est toujours la même chose, puisque c'est des contrats et des choses comme ça. Donc là, ça devient facile parce que il suffit de recopier ce qu'on a déjà fait. C'est ça, en fait, il peut y avoir un côté très mécanique dans la traduction technique selon les contrats qu'on peut avoir. Après, moi, j'ai fait des choses qui tendaient vers le littéraire. J'ai fait de la traduction d'articles archéologiques, par exemple. Et alors, la traduction technique, c'est quand même qu'il faut connaître. Effectivement, comme tu disais, on ne connaît pas tout. Moi, ça m'est arrivé de travailler sur des textes où je n'étais pas sûr du tout de. Et là, quand on travaille en tandem, ça va. Hein, parce qu'on travaille avec quelqu'un qui connaît vraiment le droit ou quoi, ou le sujet en particulier. Pour moi, c'était du bancaire. Donc, je traduisais en tandem et j'avais un parachute derrière parce que je savais que lui allait relire. Mais le technique, c'est très particulier dans le sens où les mots ont un sens très précis pour votre client parfois. Donc, votre client va vous dire, bah non, ce mot-là, vous le traduisez comme ça. Ils ont leur glossaire. Ils ont des fois des glossaires qui évoluent. Donc, d'une semaine sur l'autre, on dit, bah finalement, ce mot-là, on le traduit plus comme ça, on le traduit autrement. Parce que le directeur de la division machin a décidé que c'était plutôt comme ça qu'il fallait le traduire. Et après, nous, en tant que traducteurs littéraires, on n'a pas des vies entre nos mains. Je pense qu'un traducteur sur du médical, si on se rate, donc voilà. Oui. Je voulais rajouter quelque chose par rapport au caviardage. Parce que oui, il y avait pendant très longtemps, on coupait les textes, on enlevait les descriptions et les introspections parce qu'on considérait que le lectorat français ne voulait pas lire des gros livres et qu'on n'avait pas les moyens techniques d'imprimer des gros livres, ce qui est totalement faux. Mais il y a eu autre chose aussi, même avant. Il y a eu des traductions faussées. Quand Boris Vian traduit Van Vogt ou quand je ne sais plus qui a traduit Asimov, ils n'ont pas traduit le style. En fait, ils ont amélioré le style. Ils ont traduit des styles qui étaient très secs et très froids et ils en ont fait quelque chose de beaucoup plus littéraire. Donc, quelque part, ils ont trompé le lecteur. Oui. Et il y a des lecteurs qui ont été très surpris
en lisant les nouvelles traductions de certains textes qui étaient radicalement différentes des anciennes. Mais le caviardage, en 99, j'ai écrit un article dans un fanzine qui s'appelle Phoenix, en expliquant qu'un certain nombre d'éditeurs de fantasy et de science-fiction caviardaient les livres, coupaient tout ce qui était soi-disant en trop. Eh bien, alors que je pouvais mettre côte à côte la version états-unienne et la version française, et donc prouver très facilement ce que je disais, le directeur éditorial est venu me menacer de procès. Alors je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, mais Jacques, tu sais très bien que j'ai toutes les preuves, tu pourras jamais gagner. Oui, mais il ne fallait pas que tu le dises. Et j'étais arrivée, en fait, c'était au premier Utopial. C'était pas encore les Utopiales, c'était Utopié, à Poitiers. Et je suis arrivée dans la salle où Jean-Daniel Brech faisait une conférence sur la traduction, au moment même où il parlait de mon article et de la situation de certains traducteurs à cette époque-là. Et par contre, ce que je trouve scandaleux aujourd'hui, c'est qu'il y a des maisons d'édition qui ont racheté les droits de certaines de ces traductions et qui ne les ont pas fait retraduire, qu'ils ont conservé les textes caviardés. Et ça, je trouve ça scandaleux et je trouve que c'est un manque de respect pour l'auteur d'origine. Après, est-ce que ça se sait vraiment? Parce que l'éditeur, au moment où il l'achète, le sait. Ouais. Ça s'est entendu. Hein. J'ai informé l'éditeur en question de ce qui s'était passé avec le texte. J'en ai même parlé avec l'autrice, qui était parfaitement au courant et qui pensait que c'était la seule manière pour elle d'être traduite en français. Mais ça n'a rien changé. Un jour, dans des circonstances, on ne va pas y passer les nuits, mais en tout cas, le directeur de la Bilipo, la Bibliothèque de littérature populaire à Paris, sachant que j'étais traducteur, m'a fait un peu voir leurs enfers, entre guillemets, et tous les romans en VO qu'ils avaient récupérés des fonds du MAS, de la série noire, etc. Et il m'a montré les traducteurs qui soulignaient des passages entiers ou les encadraient, parce qu'il y avait les cahiers, il y avait un certain nombre de cahiers qu'il fallait respecter, et fallait couper, tout simplement. Un autre cas ultime, c'est Ghost Story de Peter Straub, qui depuis a été retraduit, mais notamment de la collection Terreur à l'origine. Il manquait un tiers. Il manquait un tiers dans la retraduction ou dans la... de la première traduction. La première traduction, oui. Il manquait un tiers du texte. Oui, excuse-moi, je ne sais plus chez quel éditeur. Parce que Ghost Story, c'est déjà un roman fleuve énorme. Et non, mais je suis impressionné. Moi, je parlais de romans de fantasy chez Pocket pendant très longtemps et ça a été scandaleux. Alors que c'était surtout des autrices et des autrices émergentes. Il y a eu un manque de respect pour leur travail qui était vraiment épouvantable. Je vais dire quelque chose qui n'est pas très gentil, mais sur un recueil de nouvelles de Montague James, qui est un des auteurs qui a influencé Lovecraft. Donc on est sur un auteur du début du XXe siècle. L'éditeur me dit, traduit tel et tel texte. Et il me dit, il va voir éventuellement comment ça a été traduit pour certains passages, si c'est compliqué, parce que moi, je prends le texte. C'est difficile de poser des questions à l'auteur, étant donné qu'il est mort. Certains textes... Il faut un bon guéridon. Ouais, il faut un bon guéridon. Certains textes parlent d'événements qui ont eu lieu 300 ans plus tôt. Et je prends une des traductions pour me faire une idée de comment elle a traduit tel ou tel passage, et systématiquement. Donc c'était des textes qui avaient été caviardés, effectivement, et les passages les plus difficiles avaient été caviardés. Je me suis dit, c'est pas possible. Alors, le traducteur s'est dit, non, ça paraît, le traducteur s'est dit, non, là je m'en sors pas, bon, je coupe. On va parler d'un cas extrême, c'est Jacques dans nos échanges qui m'en a parlé. Parlons du cas Jean Ray et du Harry Dixon. Ah oui, alors pour le coup, on a là aussi un spécialiste de Jean Ray. Non, pas moi, non. Mais quand même. Alors Jean Ray, en gros, c'est un... tu connais aussi, je pense bien. Jean Ray, c'est un auteur donc belge et il traduit les aventures de Harry Dixon, qui est donc un personnage américain, vers
Dans le français. Du néerlandais au français. Ouais, néerlandais au français, ouais. Non, Et en fait, il se trouve qu'il trouvait les textes tellement mauvais qu'au bout d'un moment, il s'est dit non, mais c'est pas possible. Je me fie à l'illustration et à partir de l'illustration, parce qu'ils avaient aussi racheté apparemment les droits sur les illustrations, à partir de l'illustration, j'écris ma propre histoire. Et en fait, Jean Ray a écrit énormément de Harry Dixon qui n'ont strictement rien à voir finalement avec les textes de base. C'était une nuit, une bouteille de whisky, une nouvelle. Mais Ça, c'est la légende, je ne sais pas si c'est Il a quand même un recueil de nouvelles qui s'appelle Les Contes du Whisky, il me Oui, semble, bien sûr, ou- le conte du whisky. Mais en même temps, il faut bien avouer qu'il y a des bouts qu'on coupe, nous, quand on traduit. Parce que quand il y a 3 paragraphes de suite qui disent exactement la même chose, on ne les garde pas. Hmm. On va pas conserver toutes ces répétitions de structure, ces répétitions de termes, ces rappels systématiques de quelque chose. Le rôle du traducteur est aussi un rôle d'éditeur. C'est-à-dire qu'il fait vraiment le travail que ferait un éditeur avec un auteur. Il resserre le texte, il s'arrange pour que tout un tas de défauts disparaissent, Ouais. pour que le texte soit le meilleur possible. Et je m'en suis rendu compte, non pas en le faisant, mais quand j'ai fait relire la première partie de mon roman à une amie traductrice. C'est le meilleur retour que j'ai jamais eu de qui que ce soit. Elle a pointé tous les défauts, elle a pointé tout ce qui pouvait poser problème. Elle a vraiment fait un travail d'éditeur. Et c'est là où je me suis rendu compte que oui, c'est ça qu'on fait aussi quand on traduit. Un autre cas, puisqu'on est dans les vieux de la vieille, en fait, à la grande époque de Black Mask, donc la revue légendaire qui a publié Chandler Hammett, et tout comme avec Lovecraft, avec Weird Tales, pardon, c'était ni Lovecraft ni Howard qui était l'auteur numéro 1 des lecteurs, c'était Shibury Queen. Vous allez me dire qui. Et là, c'est encore pire, c'était John Carroll Daly. Vous allez aussi me dire qui. C'est dans un recueil de Jacques Baudou, je crois, qu'il avait fait pour le livre de poche de Nouvelles policières, où ils en ont traduit un texte, et ils ont quand même fendu d'une note préliminaire pour dire non, attendez, faut pas accuser le traducteur, hein, il est fidèle au texte. C'était vraiment écrit comme un cochon. Il nous reste quelques minutes. Je voulais aborder un dernier sujet, c'est tout ce qui est sites et plateformes en ligne. Des choses comme Exoglyph, comme ProTranslate, ENS Translate ou des sites de traduction collaborative. Je vous en parle parce que, à titre personnel, encore une fois, j'ai eu une expérience assez sympa. C'est que, je ne sais pas si vous connaissez Charles Strauss et son cycle de la laverie. Donc le Bureau des atrocités, premier tome. Deuxième tome, c'est de Jennifer Morgue. Et puis voilà, après c'est fini. Il y en a 5 ou 6, ils n'ont jamais été traduits. Alors que, en fait, si. Mais ils ont été Mhm. traduits. Je sais pas. Alors, le tome 4, le tome 3 et le tome 4 ont été traduits par David Olivier Creuse, et moi j'ai traduit le tome 5, c'est le dossier Résus. Résus, oui. Et Résus File. c'était très intéressant. Et là aussi, on est sur la même configuration que pour Ribofeuille, qui m'a dit si tu as des notes de bas de page à mettre ou quoi aux caisses, mets-les, sachant qu'on avait aussi des retours de lecteurs, parce qu'on traduit sous forme de. On livre en fait une partie du roman. Mois par mois, on livre en 5 ou 6 Juste tranches. pour préciser, c'est fait sur la plateforme Exoglyph. Alors moi, je suis toujours devant mon ordinateur en tant que traducteur. Je suis pas tellement sur la plateforme finalement. Hein. Tu vois, je vois pas le côté éditeur finalement. Donc j'explique rapidement. En fait, ça passe par Tipeee. Enfin, on envoie des tips tous les mois. Et puis on récupère comme ça des. Alors si les traducteurs ont décidé au cas particulier de la laverie de poursuivre la traduction, donc vous typez, vous envoyez un petit peu de sous, et ça permet de payer les traducteurs qui eux continuent le travail de traduction de cycles qui ont été inachevés, et vous recevez comme ça en version EPUB ou PDF en téléchargement sur vos mails, un lien sur ces cycles de livres donc qui ne sortent pas en librairie, qui ne sont traduits que en numérique. Ils finissent quand même par les éditer en papier. Il fait des petits tirages, effectivement. Voilà, donc c'est possible de les acheter. C'est un peu comme si vous participiez à une traduction collaborative sur des romans qui autrement ne sont pas traduits et diffusés en France. Il y a pas mal d'auteurs, et même d'auteurs français comme Morgan of Glencoe, qui ont leur propre site
et qui ont ce qu'on appelle des Patreons, donc des mécènes, qui tous les mois donnent un petit peu de sous et en échange ont des dessins, des bouts de texte. Morgane, c'est un petit concert de harpe celtique, des choses comme ça pour récompenser les Morgane est gens venu nous voir l'an dernier. qui lui permettent de vivre. Même Stéphane Dessienne, qui est parrain Oui, de, Stéphane du Dessienne salon sur cette année, Tipeee. ouais, aussi un Tipeee. Ouais. Alors, moi, Mais là, j'ai ça pas- permet moi, d'avoir j'ai- accès de la traduction qui. Du coup, et en fait, Autrement, n'est pas faite. l'une des particularités, c'est qu'on pouvait aussi, en tant que traducteur, comme c'était sur le long cours, sur 6 mois par exemple, avoir des retours de lecteurs, parce que ce qu'on livrait finalement, c'était une première version de la traduction. On avait des retours de lecteurs qui nous disaient, qui pouvaient faire des commentaires ou qui pouvaient faire des suggérer par rapport à la traduction tel ou tel terme. Après, moi, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, le traducteur, il est maître à bord et qu'il va choisir définitivement comment il traduit, mais certaines suggestions étaient intéressantes. Après, on n'avait pas finalement eu beaucoup de retours sur la laverie en tout cas. Même sur Ribofun, finalement, on n'avait pas eu beaucoup de retours. C'est Mais une erreur en parce que même temps, je les lisais pas au fur et à mesure. moi, j'aurais beaucoup de mal parce que moi, je fais un premier jet au kilomètre et puis je corrige mon texte. Je ne corrige pas au fur et à mesure. Moi, Et c'est de pareil. voir- En fait, et- non, et je- ouais. et je- parce qu'il y a des choix que je vais faire plus tard qui vont se répercuter avant. Bon, je lis toujours le texte avant pour ne pas être piégé par certains choix, mais il y a des choses qui vont changer dans ma perception de la traduction, dans ma perception de la manière dont tel et tel personnage vont se vouvoyer ou se tutoyer, par exemple, qui vont venir après. Donc, livrer un Ouais, il y a quelque chose morceau d'un de peu traduction, vulnérable. Il y a quelque chose c'est d'un peu très vulnérable. Ouais, ouais. Mais en même temps, on le sait. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai fait, j'étais clair avec l'éditeur. On le sait. J'ai dit, c'est une version qui est intermédiaire. Le lecteur va la récupérer, va la lire. Il le sait aussi. Et de toute manière, on revient derrière et on offre une version définitive de Oui, toute manière. Mais Donc, il faut être mais il y a un particulièrement côté- humble pour Ouais, faire ouais, comme oui, ça. mais il y a un côté, là vous êtes en train de visiter les cuisines de l'éditeur, et ouais, c'est un peu notre cuisine interne. Donc habituellement, c'est vrai qu'on fonctionne pas comme ça du tout Thomas, avec un éditeur. Le mot de la fin. Et puis après, oui, je vous demanderai de vous présenter un peu les. Ce qui est marrant, parce livres qui sont que sur la table. justement, au contraire, ça peut être paradoxal, mais moi j'aime bien attaquer une traduction sans avoir lu le livre avant. Parce que peu importe si mes options, c'est pas grave, de toute façon je relis au minimum 3 fois, donc je peux revenir dessus. Parce que je trouve que c'est la position du lecteur, je découvre en cours de route. C'est peut-être c'est une façon de bosser, bon c'est peut-être une bêtise grosse comme moi, mais moi j'aime bien travailler comme ça. Et c'est pas grave, en effet, que tu dis les options, moi je les trouve après avoir fait ma première version plutôt qu'en amont. Mais la plupart des traducteurs fonctionnent comme toi, en fait. Tous ceux que je connais traduisent sans avoir lu. C'est moi qui suis extrêmement prudente et qui ai eu des mauvaises surprises et qui déteste revenir sur le texte. Et parce que j'ai pas compris ce terme dans ce sens-là au départ et que finalement il y a une surprise. Il y a eu Patrick Marcel qui a été piégé par George Martin parce qu'il y a eu la fameuse signification du nom de Hodor dans la série télévisée, mais ça n'avait jamais été précisé Game of avant Thrones, bien sûr. dans les volumes écrits. Et donc Patrick a dû trouver un artifice, je ne sais plus ce qu'il a fait, mais il a dû trouver un artifice pour retomber sur ses pattes, malgré le fait que c'était un piège. Je crois que ça tournait autour de Au dehors. Il me semble qu'il Au-dehors, était oui, c'est parti au sur dehors. quelque chose comme Au dehors. Au dehors. Au lieu de Ouais. hold the door, au dehors. Mm. Et vraiment, ça a été un exercice intellectuel assez extraordinaire de trouver comment se rattraper. Ça, par contre, je l'ai eu sur une décalogie, très exactement, parce qu'il y avait 10 volumes. Les Pendragon de D.J. McHale, une série jeunesse assez bonne d'ailleurs au Rocher, où il y a un moment où il avait un artefact qui s'appelait, en anglais, Paul Axe, donc a priori hallebarde. Seulement, j'arrivais à la fin du tome et il n'avait toujours pas expliqué ce que c'était. C'était dans le tome suivant. Donc je lui ai dit non, mais alors là, c'est une vraie hallebarde, c'est quelque chose de physique, c'est pas un acronyme, c'est pas quelque chose comme il l'avait fait des fois, justement pour éviter d'être piégé, quoi. Et non, en effet, c'était bel et bien une hallebarde physique. Mais en effet, j'ai essayé d'éviter de me retrouver piégé dans ce cas-là. On n'a plus trop le temps. Vous présentez vos ouvrages, s'il vous plaît, rapidement.
Un dernier mot alors. Je vais faire vraiment une dernière pour un exemple ultime, mais parce que j'aime bien le sortir sur les tables rondes de la traduction. Une fois, je me suis ramené au Fleuve Noir, en fait, où ils étaient tous furax parce qu'ils venaient de recevoir une traduction. Et ça se passait pendant la première guerre du Golfe. Et donc le gars avait tout traduit. Les missiles Sparrow, ça devenait des missiles hirondelles. Le système Silk War devenait un système verre à soie. Et quand il en est réarrivé au Navy Seals, sans sourciller, il a traduit par les phoques de la Navy. Onk, 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 onk. Ça valait la peine d'être dit. Voilà, bon. Vas-y, présente-toi. Ok, bon, je commence. Alors, ici, j'ai apporté donc Lazaratan, le dernier James Morrow en date. Il y en a un qui arrive bientôt, il est dans ma boîte mail, je vais le traduire, qui est donc extrêmement drôle, extrêmement irrévérencieux et d'une intelligence remarquable. Très Et érudit, redoutable. C'est des un one-shot à bonheur. chaque fois, non? C'est ça? Ouais, ouais. Ça, c'est un one-shot en fait. Enfin, C'est ça un se one lit, shot. C'est un indépendamment, one-shot. ouais. C'est vraiment l'autobiographie de Lazare qui voyage dans le temps avec un vaisseau magique piloté par un être mécanique à tête de crocodile. Et c'est lui, par exemple, qui emmène les trois maris aux Saintes-Maries de la Mer pour aller les installer au sud de la France, où elles se mettent l'une à cultiver du vin et l'autre à cultiver des truffes aphrodisiaques. D'ailleurs, il y a une scène extraordinaire pendant le concile de Nicée où elle a distribué ces truffes qui sont à la fois, comment on dit, psychotropes et aphrodisiaques, à tous les évêques. Et les évêques se mettent à danser, à avoir des illusions, et c'est d'un comique absolument délicieux. Et sinon, puisqu'on me le demande, ça c'est moi qui l'ai écrit, ça s'appelle La Complainte de Forenza, c'est une Florence alternative où les femmes ont accès à un certain nombre de métiers parce que après une guerre terrible, la plupart des hommes sont morts. Mais nous sommes 20 ans plus tard et une nouvelle génération arrive d'hommes qui aimeraient bien avoir du travail, alors que ce sont les femmes qui sont les artisanes et les ouvrières de la cité. Et en même temps, dans cette cité des peintres qui adorent les fées, une série de meurtres est commise contre les modèles de ces peintres. Et l'enquêtrice, Aphrodisia Malatesta, fille d'Artemisia Gentileschi, qui est une vraie peintresse de la Renaissance, va mener l'enquête dans toute la ville pour essayer de découvrir qui est responsable de ces meurtres. C'est à la fois un thriller, un roman noir, de la fantasy, du fantastique et du steampunk. Et un roman très féministe. Oui, on me l'a beaucoup reproché. Non, c'est pas. C'est-à-dire que c'est un roman où il y a plus de personnages féminins que de personnages masculins. Et il y a eu pas mal de mecs qui n'ont pas apprécié du tout. Parce qu'ils ont trouvé que s'il n'y avait pas assez d'hommes et que ces hommes n'étaient pas assez gentils. Thomas. Notelman. Donc c'est Oui. pas un de tes romans, ça c'est tué. Non, en effet, pour le roman, il faudra attendre décembre où sort le prochain, un pur polar fantastique. Ça, c'est mon autre travail. J'ai un chapeau, mais j'ai plusieurs casquettes. Travail d'anthologiste, anthologie Malpertuis, qui en est la 14e du nom. C'est-à-dire que, ça y est, elle a battu le record des anthologies de langue française, le record de longévité. Pour les traductions, j'ai cité les John Gwynne, qui ne se présentent pas parce que comme apparemment ça cartonne et que aux Imaginelles, j'ai eu des gars qui me sont sautés dessus en disant « Mais quand est-ce que ça sort ?» Je dis, c'est pas moi, c'est l'éditeur. Je travaille dessus. Oui, c'est le dernier, c'est L'ombre des dieux, qui se passe dans un monde en effet très inspiré viking, donc grosse documentation là-dessus. En gros, où a eu lieu le Ragnarok. Et c'est un monde post-divin, c'est-à-dire où les ossements des dieux sont là. Il y a une ville qui est bâtie sur les ossements de Snaka, le dieu serpent. Et donc toute une histoire autour de plusieurs compagnies de mercenaires et de plusieurs personnages avec des ressorts assez basiques. Un esclave qui se libère, une femme qui cherche vengeance pour le meurtre de son mari et l'enlèvement de son fils. Et une troisième, en fait, une autre mercenaire dont on s'aperçoit qu'elle fuit une sorte de prédestination, vu qu'elle est d'origine noble. Et là, je suis sur le tome 2.
Voilà, et juste pour préciser, pour le Malpertuis 14, la couverture est de Laurent, qui est l'illustrateur, qui est en bas et qui vous fait des J'avais oublié dédicaces de dire magnifiques. une chose à propos de Lazare. Donc il y a les trois Maries. Il y a la mère du Christ, il y a Marie de Magdala qui est la concubine du Christ, et il y a Marie Salomé qui est la chorégraphe du Christ, la metteuse en scène du Christ, et qui, toutes les trois, vont au Conseil de Nicée pour expliquer à tous ces évêques que non, Jésus-Christ n'est pas un Dieu. D'ailleurs, on n'est pas du tout sûr que c'était le Fils de Dieu. C'est juste Marie qui a fait un enfant, quoi. Jacques. Ouais, alors pour terminer, je voulais présenter, je crois, un petit peu déjà le recueil de Santiago Ximeno, qui est un recueil de nouvelles fantastiques, principalement sur des thèmes comme l'enfance et la vieillesse, on va dire aussi, la mémoire. Il prend un certain nombre de thèmes classiques du fantastique comme les zombies ou les fantômes, les vampires, et il en fait quelque chose vraiment de très très beau. C'est un auteur que j'apprécie énormément. Si vous avez l'occasion de le lire, allez-y, foncez. Par rapport à ce que j'écris moi, alors ça c'est le dernier que j'ai sorti sur ce salon, sachant qu'il sort en librairie le 11 octobre, donc c'est vraiment une avant-première. Pour Ouais. nous, oui. Et ces deux tomes-là, donc Les aventures de Jason et Robur. Les aventures de Jason et Robur, je crois que c'est peut-être le seul, on va dire, ou l'un des seuls, catastrophe, l'un des seuls feuilletons de science fantasy français. Ça raconte en 2 mots, hein, ça raconte l'histoire de 2 frères qui sont journalistes et qui font des enquêtes journalistiques à travers le multivers. Donc ça lorgne du côté de la science-fiction et aussi du côté de la fantasy. Il y a un petit peu de sexe, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup d'humour également. Et c'est joyeusement barré. C'est joyeusement barré, il y a des influences de Neil Gaiman, on va dire, de Zelazny un petit peu, mais beaucoup d'humour aussi, donc il y a un petit côté Pratchett également. Vous pouvez aussi trouver du livre de Jacques chez Malpertuis. Oui, effectivement. Cortège des fous et L'antre du diable. L'antre du diable. Voilà. Merci. Donc Merci. la table ronde est terminée. Merci d'avoir suivi. Et puis, place à la suivante.